Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour, bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au numérique, à l'innovation et à la tech responsable. Vous l'avez sûrement entendu parler, le réseau X, anciennement Twitter, est en train de faire vibrer le monde des médias et de la politique à cause de ces nouvelles règles de modération. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons tout vous expliquer sur ces nouvelles règles, pourquoi elles génèrent tant d'émoi au sein de la classe politique et médiatique, et enfin quel est l'impact de la génération d'informations sur le métier de journaliste. Avec au programme aujourd'hui un invité de marque, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir le directeur France de Twitter, X, en exclusivité sur le plateau du numérique pour tous. Le numérique pour tous spécial Twitter X, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, dans le numérique pour tous spécial Twitter X, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Boinec. Laurent, bonjour. Vous êtes directeur France du réseau Twitter X. Merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous en plateau. Également avec nous, le décodeur des réseaux sociaux, j'ai nommé Fabrice Epelboin, et néanmoins entrepreneur et enseignant à Sciences Po. Messieurs, bonjour. Alors tout d'abord, je vais m'adresser à Laurent. On va partager avec vous quelques éléments de contexte. En quoi consiste cette révolution en termes de vérification de l'information sur votre réseau, Laurent? Alors déjà, merci pour l'invitation, Vanessa. Alors il faut d'abord comprendre ce qu'était Twitter et ce qui est aujourd'hui X. C'est probablement la source la plus rapide en termes d'information. Et du coup, ça a aussi les qualités de ses défauts, ou en tout cas, ou les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que l'information circule très vite. Potentiellement, la désinformation peut aussi circuler très vite. Mais la magie, en fait, de la plateforme, c'est qu'elle est publique et que du coup, historiquement, il y avait moyen de débattre, d'apporter des éléments de contradiction dans les commentaires. La nouveauté, c'est que grâce à l'outil Community Note ou les notes de communauté, Oui. Il y a moyen de faire remonter ce contexte à l'intérieur des publications. Alors expliquez-nous très concrètement ces notes de communauté, qui va les alimenter et comment fonctionnent-elles? Alors, tout le monde peut rentrer dans le programme de Community Note, enfin tout le monde à quelques exceptions près, c'est-à-dire qu'en fait il faut être éligible. Il y a tout un tas de critères qui sont publics au moment où vous voulez rentrer dans le programme. Donc pour vous en citer quelques-unes, il faut ne pas avoir avoir contrevenu en fait à nos règles. Il faut avoir un compte depuis plus de 6 mois, etc., etc. Il faut avoir également un numéro de téléphone depuis un opérateur qui soit reconnu. D'accord. Donc il y a beaucoup de garde-fous, on va dire, à l'entrée. Ensuite, dans un premier temps, vous allez faire partie des gens qui vont être capables, du coup, être en mesure d'évaluer les notes qui sont proposées. Vous ne pouvez pas vous en proposer vous-même. Et puis, au fur et à mesure, justement, d'un score qui vous est attribué, vous allez, à un moment, débloquer la capacité à proposer des notes de contexte qui pourront être évaluées par les autres. Alors, pour être très concret, j'ai l'intention de diffuser une fake news sur Twitter. Ce n'est pas le cas, mais voilà. Comment je vais être freiné, en fait, dans cette intention? Alors, c'est pas bien, Vanessa, de... Je n'allais pas le faire, c'était un exemple générique. Eh bien, du coup, très concrètement, va y avoir des contributeurs, du coup, qui vont proposer une note. Cette note va être visible par les autres membres du programme. Je peux vous donner des chiffres, si vous voulez. Rapidement, oui, pour bien comprendre, oui. Il y a 850 000 contributeurs dans le monde, dans 197 pays. Et en France, on est 55 000 contributeurs ces 6 derniers mois. On est dans le top 5 monde. Et on est le premier pays en Europe en termes de contributeurs sur Community Note. D'accord. Voilà. Et les Community Notes ont été vues 20 milliards de fois entre janvier et août 2024. Vous en êtes fiers, c'est bien, ça fonctionne très bien. Non, mais c'est un outil brillantissime, effectivement. Donc, la personne qui souhaite envoyer cette fausse information sur les réseaux sociaux, comment elle est bloquée par ces Community Notes? En fait, du coup, il y a une note qui va être proposée, qui va être évaluée. Au moment où il va y avoir un consensus entre des gens qui, d'habitude, ne sont pas d'accord, notre système va repérer ça et va mettre en ligne, en fait, du coup, la note. Et à partir du moment où une note de communauté est inclus à l'intérieur d'une publication, on constate, et pas que nous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur le sujet, une diminution très 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 forte de cette viralité. Non seulement parce que la plupart des gens suppriment leur post, ou alors il n'est plus republié, il n'est plus reposté. Vous pourriez nous donner un exemple concret, par exemple, d'information qui a été bloquée justement par ces notes de communauté? Absolument. Je peux vous donner un exemple assez récent. En fait, c'était avec une information qui était fausse concernant Kamala Harris. Il y a une publication qui a été faite sur la plateforme avec un screenshot d'un article, soi-disant d'un journal. Il se trouve que c'était faux. Ça concernait quand même un fait grave qui était soi-disant un délit de fuite. Elle aurait écrasé quelqu'un, il y aurait eu un délit de fuite. En 1 heure, en fait, un contributeur a apporté des éléments de contexte là-dessus. En l'espace de quelques dizaines de minutes, ça a été validé par la communauté. Cette note
a été rattaché à 135 autres posts qui repartageaient cette capture d'écran. Et très rapidement, la note a été vue plus d'1 million de fois. La viralité est retombée directement à 0. Et il a fallu, pour du fact-checking qu'on va dire plus classique, dans un premier temps 5 heures pour les premiers. Et chez d'autres médias plus traditionnels, il a fallu attendre 2 et 3 jours pour démonter cette information. D'accord, donc vous ralentissez en fait le temps de viralisation d'une fausse information avec ce système. Exactement. Très clair. Alors j'ai envie de vous dire, parce que tout le monde fait beaucoup de bruit quand même en France, on va quelque part vers une information de plus en plus pure. C'est une idée assez brillante de mettre en place ces community notes. Exactement. Pure, le mot est intéressant parce que en fait tout le système de community note est en open source, à la fois sur l'algorithme et à la fois sur la data et les règles, évidemment. Donc on est vraiment dans une démarche de transparence algorithmique qui fait que ça permet de démontrer qu'il n'y a pas de biais et ça permet aussi à chacun de donner en fait des retours constructifs pour encore améliorer le produit. C'est un produit sur lequel on investit énormément. Qu'on continue à développer et à améliorer, on n'est pas encore arrivé, mais il produit déjà des effets qui sont très efficaces. Il faut bien avoir conscience que sur notre plateforme, et là on parle évidemment de nous, mais c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde et toutes les différentes plateformes. Mais rien que sur la nôtre, il y a à peu près 550 millions de publications chaque jour. Okay, donc du coup, il faut être capable de pouvoir freiner justement dans un instant T une propagation d'une fausse information, et ça, quoi qu'on en dise, ça nécessite aussi des moyens technologiques. Et on a réussi avec les notes de communauté à le faire. Alors Laurent, comme tout média, vous avez des annonceurs. Qu'en pense-t-il justement, parce qu'on sait que beaucoup de médias s'étaient retirés de plateformes ou de réseaux sociaux justement qui n'étaient pas forcément congruents avec leurs valeurs. Là, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Ils ont un avis sur ce nouveau système ? Oui, parce que dans les échanges qu'on a vraiment de façon quotidienne avec beaucoup d'annonceurs, des plus grands aux plus modestes, c'est souvent un sujet qui est important pour eux. Donc le fait qu'on soit engagé là-dessus, quand on prend le temps de s'expliquer et de montrer des éléments très concrets, ils y sont sensibles. Il faut savoir aussi que, et c'est aussi un peu la beauté du système, c'est que personne n'est exempt de prendre une note de communauté. Donc ça veut dire que ce soit à la fois des politiques, des médias, notre propriétaire, moi, vous, tout le monde peut prendre, et y compris les marques, parfois une note de communauté. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que, et ça on l'a vu plusieurs fois, les notes de communauté sont venues à la rescousse en fait, de diffamations qui pouvaient être faites ou de fausses informations qui pouvaient être faites contre les marques. Un exemple, on peut citer peut-être des marques qui se servent justement de vos notes. Parfois, ça peut paraître anecdotique, mais j'ai en tête cet exemple de une vidéo qui circule sur quelqu'un qui met de la Red Bull sur son pare-brise, et le pare-brise explose, soi-disant que le produit serait néfaste. Et en fait, il est démontré dans la community note que par des signaux qu'on voit sur la vidéo, en fait, c'est juste un choc thermique qui est utilisé, et du coup, la marque n'y est absolument pour rien. Laurent, pour conclure, pour les utilisateurs donc de votre réseau, il y a un nouveau petit bouton qui s'appelle Grok, et Grok vous permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer une image, vous lui dictez ce que vous voulez, ou pour générer des questions supplémentaires. Quel bénéfice vous allez tirer de cette petite touche magique sur le réseau ? Alors effectivement, Grok, c'est le nom qu'on donne, on va dire, à notre IA. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle ne vit pas séparément, elle est déjà intégrée en fait dans l'expérience qu'on propose sur X, et elle permet notamment en fait de donner pareil, là aussi un peu du contexte ou de l'explication sur plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des sujets qui sont très complexes, que ce soit en politique, en sciences ou autre, et Grok du coup va donner des éléments de compréhension, parfois vulgarisés, parfois pas. D'ailleurs, on peut le paramétrer différemment. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a beaucoup de phénomènes culturels. Moi, ça m'arrive d'être détaché. J'avoue qu'au départ, quand j'ai vu certains termes, je savais pas de quoi il s'agissait, et ça remontait en tendance chez nous. Il s'agissait de K-pop, par exemple, ou de... Ah oui, la K-pop. K-pop, ou alors donc la pop coréenne. Ou alors parfois, il y a de la novlangue, donc des nouveaux usages, des mèmes Internet. Et parfois, moi, ça m'arrive, je suis largué ou autre. Je peux demander à Grok de m'expliquer. Et à chaque fois, il va m'expliquer de quoi il s'agit. Merci beaucoup, Laurent Boinec, de nous avoir accordé cette interview. Restez avec nous. Je propose de marquer une courte pause avant de retrouver Fabrice Epelboin, qui nous expliquera notamment pourquoi la sphère politico-médiatique est en train de paniquer face à cette évolution des réseaux sociaux. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale Twitter, on va se tourner vers vous, Fabrice Epelboin. Alors Fabrice, pourquoi, je vous le demande, ce changement, cette évolution chez Twitter fait trembler la sphère politico-médiatique ?
Pendant 2 ans, parce que ça date maintenant, les community notes, ça n'a pas vraiment chagriné ni les politiques, ni les médias. Mais à partir du moment où c'est adopté par l'ensemble des réseaux sociaux américains, c'est-à-dire l'essentiel des réseaux sociaux à l'exception de Twitter, ça commence à tailler des croupières sur un monopole de la vérité qui jusqu'ici était délégué en grande partie aux fact-checkers. Et les fact-checkers qui étaient grassement payés par les réseaux sociaux, notamment Meta, aujourd'hui vont se retrouver avec une grosse ressource financière en moins, mais surtout une perte totale de monopole sur la capacité à dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc ça les dérange énormément. On entend justement beaucoup de bruit de la part des journalistes et des politiques. Ça veut dire qu'ils ont des choses à se reprocher, Fabrice ? C'est-à-dire que le monde était plus simple à l'époque où on était dans un système politico-médiatique et où il n'y avait pas les réseaux sociaux et où concrètement il suffisait d'imposer une certaine pression sur les médias pour obtenir une certaine orientation des contenus. Ça, c'est le monde du XXe siècle, il a disparu depuis belle lurette, mais jusqu'ici, on avait assuré une forme de transition avec des censeurs, appelons ça ainsi, qui, de façon discrétionnaire, arbitraient les élégances sur les réseaux sociaux et décidaient que tel sujet ne devait pas buzzer, que tel autre était susceptible d'être mis en avant. Et si on en croit Elon Musk et surtout Mark Zuckerberg plus récemment et tout un tas d'autres pontes de la Silicon Valley qui ont fini par admettre tout ça par la suite, très clairement il y avait un biais politique considérable dans cette façon d'arbitrer les élégances. Fabrice, donc si on a bien compris le système des community notes décrit par Laurent Boinec dans la première partie de l'émission, ça veut dire que certaines informations vont être débuggées. Je pense par exemple au pangolin qui a généré ce Covid dans les dernières années. Le pangolin, c'est un bon exemple. Le pangolin, ça a été imposé comme la vérité révélée par les fact-checkers pendant près d'1 an, avant que le doute s'installe. Mais dans la communauté scientifique, il y a toujours eu un doute. Et si ça avait fait l'objet d'une community notes à l'époque, il y aurait eu très certainement un accord entre des gens qui habituellement ne sont pas d'accord pour dire que effectivement le pangolin c'est une hypothèse mais c'est pas la seule et que l'hypothèse de la fuite du laboratoire de Wuhan est tout aussi crédible et tout aussi intéressante à creuser et qu'il n'y a absolument aucune raison de taxer de complotistes tous ceux qui osent évoquer cette hypothèse. C'est pas comme ça que ça s'est passé, justement parce que à l'époque le fact-checking était en charge d'arbitrer les élégances et avait décidé, je ne sais pas sur quelle modalité, que le pangolin serait la seule et unique vérité et que toute personne mettant en question la théorie du pangolin était nécessairement un complotiste qui devait être excommunié de la société. Alors j'ai envie de vous demander en quoi ce fameux fact-checking, c'est-à-dire la vérification de l'information, risque de tuer le métier de journaliste ? Parce que, pour la même raison en fait que on a eu une grosse confusion ces 10-15 dernières années entre éditorialistes et journalistes. On a aujourd'hui une grosse confusion entre fact-checkers et journalistes, et pour cause, les fact-checkers sont des journalistes, ils sont liés à des rédactions de grands médias, ce que la droite américaine appelle les legacy médias, et l'esprit de corps des journalistes fait que ils sont protégés en tant que journalistes. Et donc le problème, c'est que c'est un peu le plus petit dénominateur commun en termes de confiance qui va gagner, et la confiance que la population accorde désormais envers des fact-checkers qui sont désormais considérés comme des censeurs est très 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 faible. Il y a de quoi avoir peur quand on est journaliste aujourd'hui ? Oui, alors, entre l'effondrement de la crédibilité des fact-checkers et l'arrivée d'intelligence artificielle typiquement comme celle de Grok qui sont connectées à l'actualité et aux notes de communauté et donc qui sont capables de remplacer une large partie du journalisme, oui, il y a de quoi avoir peur. Fabrice, vous ne pensez pas que ces nouvelles règles de modération elles risquent d'encourager néanmoins une idéologie qui va être issue des plus gros générateurs de contenu avec une bataille entre les réseaux sociaux ? Non, je pense que ces notes de la communauté redonnent du pouvoir à la population, c'est vite dit, 55 000 rédacteurs de notes de communauté en France, c'est pas à la population. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus diversifié d'un point de vue idéologique que ne l'était un carteron de fact-checker qui était de mémoire 130, qui était sorti de rédactions qui étaient très uniformes d'un point de vue idéologique. Et donc, ça va laisser la place à des informations qui auparavant ont été étouffées et qui n'étaient pas étouffées pour rien. Il y avait une volonté politique derrière. Donc, ça va avoir un impact, c'est évident. Fabrice, ça ne nous a pas échappé, bien évidemment, ce mouvement Hello Quit X qui a été créé par le CNRS, qui propose aux utilisateurs de X de quitter l'application pour migrer vers d'autres. C'est ça la seule force de frappe française face aux ogres américains ? C'est même pas une force de frappe, parce que une large partie de la gauche sur Twitter, c'est LFI.
que LFI a su développer depuis le front de gauche, alors ça date pas d'hier, un dispositif militant très impressionnant, très efficace, très bien rodé, très bien pensé. Et que évidemment ils vont pas balancer tout ça à la poubelle sur un coup de tête. Donc fondamentalement, qui est parti dans l'opération L'Equitix, grosso modo, une micro-partie de la gauche qui s'apparente plutôt aux écologistes, qui était l'orientation politique de l'initiateur de L'Equitix, et qui aujourd'hui se démène pour qu'on ne regarde pas trop près qui est derrière cette opération, et notamment ce que fait ce fameux laboratoire du CNRS, qui, en dehors d'avoir des activités militantes, ce qui à titre personnel, me choque pas plus que ça pour le CNRS, mais en choque beaucoup, travaille de façon très poussée sur le calcul de la toxicité des contenus. Et ce calcul de toxicité des contenus remplace la légalité des contenus. Et c'est là qu'on a une espèce d'amalgame entre malinformation, mésinformation, désinformation, et que passe à la trappe énormément d'opinions politiques qui n'ont strictement rien d'illégal. Fabrice, on a un ovni chinois qui est arrivé dans le domaine de l'IA, une IA low cost, comme certains l'appellent. Est-ce qu'il y a une guerre idéologique qui est désormais devenue numérique ? Non, c'est une guerre plus commerciale et technologique qu'idéologique. L'IA des Chinois a effectivement des biais idéologiques, mais tout comme les IA américaines, hein, c'est pas les mêmes. Mais toutes les IA ont des biais idéologiques. La plupart du temps, ça peut se faire sauter avec un peu de prompt malin. Mais de toute façon, le code est public, donc libre à chacun. Et beaucoup l'ont fait dans la Silicon Valley pour juger un peu du danger chinois, d'adapter cette IA pour ses propres besoins. Typiquement, la France qui est plus qu'en retard là-dedans, pourrait tout à fait récupérer le code des Chinois et relancer ces initiatives d'IA sur la base du code des Chinois. Est-ce qu'on va le faire ? Ça reste à voir. Mais c'est plutôt une nouvelle enthousiasmante. D'abord parce que ça veut dire que l'IA consommera désormais beaucoup moins d'énergie, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire que l'IA sera beaucoup plus accessible, parce que pour l'instant, c'est les investisseurs qui nous payent notre chat GPT, mais le jour où on devra vraiment payer le prix, ça sera totalement prohibitif. Là, on a des perspectives pour que ça arrive à un coût raisonnable. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça tombe très mal pour la communication de Donald Trump et le grand plan... Le plan d'investissement de 500 milliards. De 500 milliards. Mais après tout, maintenant que les méthodes pour faire de l'apprentissage d'une IA, c'est là que se situe la révolution introduite par les Chinois, sont beaucoup plus économiques, avec 500 milliards, on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imaginait pouvoir faire il y a encore une semaine. Pour conclure, Fabrice, dans ce monde où le média et la tech sont un peu le futur d'un monde qui se dessine, quelle place vous voyez pour l'Europe face aux États-Unis ? C'est une colonie, l'Europe. On a eu cette nuit, cette semaine, Donald Trump qui, dans ses velléités d'annexer le Groenland, a expliqué gentiment au Danemark que s'ils n'étaient pas d'accord, il leur couperait Amazon, Google et Microsoft. Bon, très concrètement, si vous coupez Amazon, Google et Microsoft au Danemark, c'est à peu près équivalent en termes de catastrophe économique que si vous leur coupez l'électricité. C'est un peu moins grave que si vous leur coupez l'électricité. Mais d'une façon ou d'une autre, ils reviendront au Moyen-Âge. Donc je pense qu'on est en train de réaliser que les Olibrius dans mon genre, qui parlaient de souveraineté numérique depuis maintenant 5 ans, 6 ans, sur tous les plateaux télé, avaient un vrai message. Et malheureusement, on va réaliser qu'il est bien trop tard, étant donné la situation dans laquelle s'est foutue la France, en vendant tous les actifs français, à commencer par les données de santé, aux GAFAM. Merci beaucoup Fabrice Eppelboin, merci beaucoup Laurent Boinec. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Merci d'être chaque jour de plus en plus nombreux à suivre l'émission et à interagir avec nous. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.